Bonjour. Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir et qui s'intitule « Rescapé malgré moi ». Keun Pat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes d'origine cambodgienne Oui. et vous venez de publier le récit de votre fuite du régime des Khmers rouges. C'était dans les années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous percevez comme une sorte de miraculé ? Oui, en regardant en arrière, c'est vrai, de réfléchir tout au long de tout ça, c'est incroyable. Humainement parlant, pour moi, c'est pas possible de pouvoir sortir en vivant. C'est pas possible normalement. Oui. Il y a tellement beaucoup de moments de danger partout, oui, c'est ça. On peut juste rappeler qu'en 1975 ou 75, les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir au Cambodge, Oui. et puis que pendant les 4 ans qui ont suivi, ils ont mis à mort, c'est les estimations qui ont Oui. cours, 1,7 million de personnes, 1,7 million d'habitants du Cambodge. Ça paraît complètement fou. Oui, c'est une folie. Hein. Normalement, les Khmers rouges sont des Khmers. Nous sommes des Khmers, oui. Oui, vous êtes vous-même un Khmer, vous êtes cambodgien. Oui, parce qu'à une période, il y a des gens qui pensent peut-être des Khmers rouges qui tuent les Cambodgiens. Non, parce qu'il y a des Khmers rouges, des Khmers bleus, des Khmers blancs. Oui, là, on met la couleur un petit peu comme ça. Et nous, on n'est pas communistes, bon, on est Khmers blancs, oui, là, comme ça. Et ce sont les Khmers qui tuent les Khmers, oui, là, c'est ça. Alors, il y a une date qui est importante pour vous, c'est le 17 avril 1975, Oui. 75. Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge, tombe aux mains des Khmers rouges. Pour vous, c'est vraiment une date clé, ce 17 avril. Ah oui, pour nous, parce que 5 ans de guerre, depuis 70, septembre, 75. Et les pays, vraiment tout détruits. Hein. Nous, on a nos villages, tout ça sont tout détruits parce que c'est des champs de bataille, voilà. Et les aviations américaines qui bombardent Napal, voilà, tout brûlé. Hein. Et c'est comme ça, nous, on devient réfugiés dans le pays. Et moi, j'étais... Donc vous-même, vous étiez instituteur, oui. Vous étiez enseignant et vous viviez à Phnom Penh. Bon, au début, j'étais dans le nord du Cambodge et j'étais appelé sous drapeau avec comme des commandos, oui, avec des militaires. Et après, quand le camp de la frontière à côté de la Thaïlande est tombé, et après on est débrouillé de rejoindre la capitale. Et là, vous vous retrouvez à la capitale et vous commencez à travailler dans une école. Oui, et là, on travaillait comme des réfugiés pour aider les écoles de Phnom Penh parce que les habitants, oui, là, les gens, ils sont centrés. C'est pas 1 million avant, après devient plus de 2 millions, oui, là. Et c'est comme ça a doublé les écoles, tout ça. On a besoin aussi d'autres professeurs d'ailleurs pour aider. Et nous, on est comme des réfugiés à Phnom Penh. Voilà. Alors, le 17 avril 1975 ou 75, Phnom Penh tombe. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah oui, pour nous, au début, c'était la fin de la guerre. C'était fini la guerre, c'était une délivrance, vous voyez là. Et partout, les gens... C'est une vraie libération. Ah oui, oui, c'était comme ça. De partout, on voit les drapeaux blancs, vous voyez là. On en prend les draps blancs, on va afficher partout, vous voyez tout ça. Et on est content, on est bon. On a acclamé la rentrée des Khmers rouges parce qu'ils sont des Khmers comme nous, vous voyez là. Et maintenant, la guerre est finie. Pour nous, c'était un moment où on peut libérer, on peut respirer, on peut voyager. Pendant 5 ans, on vit dans les îlots. On ne peut pas. Et vous avez dû très rapidement déchanter parce qu'en fait, il s'est avéré que ce n'était pas du tout une libération. Ah oui, et tout d'un coup, moi j'ai vu dans les boulevards des gens entassés, poussés, toutes sortes j'ai dit, mais je ne comprenais pas pourquoi ils ont rentré tout de suite après la fin de la guerre. Oui, là. Et un moment après, il y a un Khmer qui vient chez nous, il faut sortir, tout de suite. Donc là, vous recevez l'ordre de quitter la maison dans laquelle vous étiez pour retourner dans votre province ou dans votre région d'origine. Au début, ils nous ont dit comme ça, vous devez sortir 3 jours. Donc il faut quitter la capitale pendant 3 jours. Parce qu'ils ont dit que les Américains vont bombarder la ville. Il faut sortir 3 jours et vous revenir. Voilà. Ne prends pas grand-chose avec vous. Et laissez les maisons ouvertes et tout ça.
Oui, c'était comme ça, ils nous ont dit. Et finalement, tout le monde a un peu obéi et est retourné dans sa région d'origine. Au début, parce que moi, je suis sorti vers disons, le Vietnam, moi, j'ai vu le Phnom Penh. Ceux qui sont de quel côté, ils vont sortir par ces portes-là, vous voyez là. Mais moi, normalement, j'habite à Kampong Thom, c'est vers le nord. Au vers nord, le nord. au nord de Phnom Penh. Oui, on est sorti de Phnom Penh vers le sud, vers le Vietnam. Oui. Et puis après, donc vous avez quand même dû aller dans la direction du nord pour vous retrouver pendant 28 mois, vous dites dans votre livre, Oui, dans un village où là, vous vivez dans une usine. Oui, oui, c'est ça. C'était le 3e jour, les gens de Phnom Penh voudraient rentrer, vous voyez là. Ils sont préparés pour rentrer. Et là, les Khmer Rouge ont dit non, continuez, pas de retour. Vous voyez là. Et c'est comme ça, on a compris. Et la radio nous a annoncé, on va vous pardonner, vous allez retourner dans vos villages natals, dans vos villages natals. C'était comme ça. Et comme ça, nous, on essaye de trouver le chemin pour revenir dans notre village natal. C'était comme ça, vous voyez là. Voilà. Et Et après, vous-même, vous vous retrouvez pas dans votre village natal, mais pas très loin, dans Oui. un village où vous vivez avec d'autres personnes dans une usine. Oui, c'était dans le village. Ce village-là, c'est très grand. On a coupé en 4. Il y a le village numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4. Et moi, j'étais dans le numéro 4. Et c'était une usine de le riz, c'était bon, ne fonctionne plus. Voilà. Et comme ça, il nous a installés dans cette usine. Oui. Et vous vous retrouvez là avec 2 personnes dont on va beaucoup entendre parler dans votre livre, Rescapés malgré moi. Oui. C'est Cheng et puis Nuhom. Nyung. Nyum, on Nyung, prononce. oui. D'accord. Oui. Ah. Et puis là, vous y passez 28 mois et vous avez affaire avec l'idéologie Khmer rouge. Oui. Et en 2 mots, c'était comment de vivre sous un tel régime? Il n'y a plus de vie familiale. Donc ça, c'était l'un des objectifs du Oui. régime. On veut annihiler toute Oui. vie familiale. On met les hommes et les hommes, les femmes avec les femmes, et les enfants, les jeunes, selon les âges. Voilà. On appelle des groupes mobiles. Voilà. On peut nous envoyer travailler partout. Moi, c'était souvent avec le groupe de pêche, ou labourer la terre, ou couper le bois. Voilà. Il y a toutes sortes de travail que nous proposons. Oui. Et le repas de midi ne se passe pas en famille, mais vraiment tous ensemble. Il n'y a plus de vie familiale. Chez nous, on peut bouillir de l'eau. Mais s'il y a du riz et tout ça, c'est en traite. Il faut que ça se mange dans le cadre d'une sorte de C'est une cantine, Cantine, oui, qui est oui. commune à tout le monde. Collectif, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un autre aspect assez surprenant de cette idéologie Khmer rouge? Bon, c'était des marxistes plutôt de tendance chinoise, maoïste, on dirait. Oui, moi je crois que c'est un petit peu la révolution culturelle. Pol Pot, il a copié la révolution culturelle comme ça, il veut détruire tous les intellectuels. Voilà, c'est ça. C'est comme la femme de Mao qui ont sauvé des années 60. Là. On appelle la révolution culturelle. Oui, en Chine. Et ils ont copié là, oui. Et c'est comme ça, ils ont pris les gens qui ne savent pas lire ni écrire, les gens les plus pauvres pour devenir chefs. Voilà. Et ils ne savent pas lire, ils ne savent rien du tout. Voilà. Et après, c'est ça que c'est une folie parce qu'ils ne peuvent pas gérer. Il y a des gens qui ne savent pas même gérer une famille, et maintenant on a 2 familles, 300 familles, voilà, c'est ça. Et nous, tout le monde travaille au champ. On a beaucoup de riz. Mais le chef nous dit, il faut envoyer à Lanka. Lanka, c'est... C'était l'organisation... Ah oui, l'organisation, c'est le mot... C'est le mot... C'était le parti, quelque part. Ah oui, en caleux, c'est le haut organisation, oui. Alors, vous-même, vous restez 28 mois dans ce village-là, puis après un jour, vous êtes confronté à des charniers. Vous voyez en fait que les autorités du village tuent assez régulièrement toute une série de personnes, et là, vous décidez de fuir en direction de la Thaïlande. Bon, c'était comme ça. On a entendu, c'est vrai, on entend, hein, parce qu'au Cambodge, il n'y a pas des camps de concentration, comme au Vietnam, au Laos. Quand on arrête, on envoie pour rééduquer. Mais ils n'envoyaient pas, en fait, ils prenaient les gens à distance, dans un charnier, puis ils les tuaient. Moi, j'ai déjà vu des cortèges pour les exécuter, voilà. Mais je ne peux pas aller voir. Mais mon chef à moi, il est resté là, il est allé voir. Après, il est revenu, il m'a tout expliqué. Comment on tue les gens, voilà. Donc là, vous vous dites, moi, je vais bientôt y passer, il faut que je fuis et que j'aille en Thaïlande. L'idée de fuir, c'est dans la tête, mais on n'ose jamais dire à personne, voilà. Parce qu'il y a de trahison, voilà. Parce qu'une fois, ils ont arrêté quelqu'un, il a dit, si vous voulez dénoncer 3 personnes, on va libérer.
Et il m'a dit, j'étais capitaine, vous voyez là. Mais les gens de mon village, ils connaissent bien que j'étais prof, vous voyez là, c'est comme ça. Là. Et, Donc vous étiez un intellectuel et Oui. vous vous êtes tout de suite senti menacé. Donc avec 2 autres amis, vous décidez de partir du côté de la Thaïlande. oui, là, parce qu'on voit les contingents, hein, ils ont fait appeler, quand il y a plus la lune, hein, quand la nuit noire, ils ont fait des comme ça. Et après, avant nous, il y a plusieurs contingents déjà. Voilà. Après, l'ami, là, dans le livre, il s'appelle Peigne, là. Et lui, il sait lire. Il n'est pas Khmer rouge. Mais comme ça, il utilise comme secrétaire. Et lui, il connaît tout, comment ça se passe. Et une nuit, la nuit avant, quand on nous a arrêtés, cette nuit-là, il est venu nous parler, à minuit. Il a dit, c'est sûr, la mort, parce que j'ai entendu des Khmer rouges qui ont raconté comment ils tuent les gens, tout ça. Voilà. Et pour nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà. Et Et là, vous vous êtes dit, il faut qu'on fuit. quand on a cette nuit-là, on ne peut pas, voilà, parce que les milices, ils sont tout partout. Et le lendemain matin, il faut encore travailler. Ils nous surveillent encore. C'est à midi, là, à midi, après on est allé se laver, et mes amis disent, on y va pas. Et quelques secondes là, on a dit, on y va. Et c'est comme ça, à midi, on est Vous sorti. avez fui et vous vous êtes retrouvé dans la forêt. Oui, parce que le Cambodge, c'est vrai, avant, il y a beaucoup de forêts. Et nous, on veut marcher dans la forêt, on ne veut pas traverser les villages, parce qu'il y a des contrôles partout. Il y a des milices, il y a des Et soldats. là, vous passez 40 jours dans la forêt, dans des conditions, en tout cas à la lecture de votre livre, on se dit, mais ça devait être vraiment terrible, il pleuvait beaucoup, c'était une période un peu de mousson, Oui, c'est ça. Oui. Et puis, vous n'avez rien à manger, donc vous avez dû essayer de vous débrouiller avec toutes sortes de choses. Et petit à petit, on voit que vous perdez les 2 personnes Oui. qui fuyaient avec vous, donc Cheng et puis Noum. Nhung, oui. Nhung. Oui, Ah. oui. Cette fuite à travers le nord du Cambodge a été terrible, mais au travers de cette fuite, vous racontez que vous vivez une sorte d'expérience spirituelle originale. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai senti comme une protection, comme quelqu'un qui me garde, voilà. Invisiblement, vous voyez, j'ai senti protégé, porté, parce que je dormais toujours par terre, voilà. Et les Khmer rouges sont partout, les milices, les soldats, les populations aussi, ils risquent de nous voir dans l'autre, voilà. Mais moi, quand je me rappelle en arrière, je dis, mais c'est pas possible que tu as toujours pas rencontré avec quelqu'un, voilà, pendant la nuit, parce qu'on nous dormait par terre toujours comme ça. Et c'était bon, c'est... Et un jour, vous entendez une voix qui vous dit dans 3 jours, tu mangeras du maïs. J'entends, comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. La première fois, c'était avec la faim. Hein? Oui. Nous avions très très faim. Et moi, j'ai une idée dans la tête. J'ai dit, si on va rentrer en champ de maïs. J'ai pensé comme ça. Et c'est ça, j'ai entendu une voix. Dans 3 jours, tu vas manger du maïs. Mais je ne savais pas d'où vient cette voix, je ne connaissais pas cette voix. Mais vous êtes d'origine bouddhiste, Oui. donc à l'époque, vous Oui. étiez pratiquant bouddhiste. Vous parlez régulièrement dans votre livre de votre père, Oui. qui était un bouddhiste pratiquant. Oui. Mais dans ce contexte-là, lorsque vous entendez cette voix, vous pensez à quelque chose qui, dans la tradition bouddhiste, est appelé l'objet tout-puissant. Oui, c'est vrai, nous adressons à toutes sortes, hein, au Bouddha, aussi aux parents, aux ancêtres, tout ça, dans la détresse, oui, là. Et pour moi, ce n'est pas objet tout-puissant qui me parlait, parce que chez nous, il y a encore des génies. Parce que au Cambodge, il y a hindouisme, il y a brahmanisme, il y a animisme, il y a le bouddhisme, voilà. Et dans le brahmanisme, il y a beaucoup de génies. Et j'ai connu 3-4 grands génies au Cambodge, voilà. Et quand j'ai entendu cette voix, la première fois, je n'ai pas encore pensé. C'est la deuxième fois, quand j'ai entendu « N'oubliez pas le Cambodge ». Et là, je me dis « Ah, ce sont des esprits, des génies ». Je pensais aux génies. Donc là, cette deuxième voix, c'est « N'oublie pas le Cambodge ». Oui. Et là, vous vous dites, finalement, ça, c'est une parole d'espérance. Je vais réussir à gagner la Thaïlande. Ah oui, ça, c'est... En voyant notre état physique, on était au bout, on tremble, on fait 1 kilomètre, on doit arrêter. Pour se lever, il faut toujours tenir par un arbre, et le vertige, tout ça. C'est difficile pour nous, mais cette voie-là, ça nous donne une espérance.
sur cette voie, ça veut dire qu'on va arriver en Thaïlande, voilà. Et ça donne un espoir de plus. Et puis alors, il y a une troisième voie. Dans un moment où vous vous trouvez en difficulté, vous ne savez plus très bien où aller, vous êtes devant une montagne pour accéder à la Thaïlande, et là, vous entendez « Lève-toi et va dans cette direction ». Oui. Et là, vous vous dites, c'est toujours ce génie qui me parle? Oui, en ce temps-là, je pense que c'est l'esprit de génie qui me parle. Oui. Ah. Alors, vous réussissez finalement à gagner la Thaïlande, vous franchissez la montagne, puis vous arrivez, vous êtes arrêté par la police thaïlandaise, vous êtes mis en prison, et de manière assez surprenante, au travers d'un cheminement, vous parvenez à mettre un nom sur cette voix que vous avez entendue à plusieurs reprises. Comment est-ce que ça se passe? Ça, expliquez-nous. Oui, il y a une missionnaire américaine, Madame Doty, là. Madame Doty, oui. oui. Elle s'appelle Paula Doty. Elle est venue me visiter chaque jour, 6 jours par semaine. Dans votre prison? Oui, en prison. Tous les matins, elle est venue, elle a acheté de nourriture, elle est venue en vélo. C'est une dame d'une soixantaine d'années. Hein. Et après, à chaque fois, elle avait 15 minutes. 15 minutes à disposition, oui, c'était... pour raconter une histoire. Et surtout, elle me visite que réfugiés. Il y a plein d'autres prisonniers, mais elle est venue pour moi seulement. Oui, là. Et c'est comme ça, pour moi, quand on est tout seul dans un pays étranger, on n'a pas de famille. Oui, vous ne parliez pas très très bien le thaïlandais? Mais elle parle le khmer, parce qu'elle était au Cambodge avant. Elle était au Cambodge jusqu'à 63, que c'est à nous. Ils cherchaient les Américains. Elle est allée travailler en Thaïlande, oui, là. Mais elle parle très bien notre langue. On a parlé le khmer ensemble. Et elle a commencé à raconter de Jésus chaque jour, raconter de Jésus. Oui. Et puis là, vous faites une découverte, en tout cas une interprétation. Vous vous dites, cette voix que j'ai entendue, c'est la voix de Jésus. Parce que quand j'ai posé des questions à elle a dit, Dieu habite dans le cœur. Quand j'ai demandé, il y a combien de chrétiens dans le monde? Elle a dit, il y en a beaucoup. Mais Dieu seul peut savoir pas dans le cœur. Et quand elle a dit ça, pour moi, c'était comme quelque chose qui travaille à l'intérieur de moi. Donc vous vous êtes dit, la voix que j'ai entendue, oui. C'est cette voix de Dieu qui parle dans mon cœur. Oui, c'est comme ça. Et après, elle a dit, Jésus est vivant et habite en nous. Et c'est comme ça, pour moi, j'ai commencé à découvrir, voilà, tous les miracles que j'ai vus, la voix que j'ai entendue, j'ai dit, c'est Jésus parce qu'il est vivant. Parce que le Bouddha, il est au Nirvana. Il les a dit, il les a secoués en vous, le Bouddha, il a dit, il secoue en vous. Et comme ça, pour moi, quand elle a dit, Jésus est vivant, c'était boum, à l'intérieur de moi. Mais elle ne savait pas. Madame Doty ne savait pas. Mais c'était moi avec Dieu. Et puis là, vous entendez encore une fois cette voix vous parler. Et ce soir-là, la voix me disait, il faut que tu pardonnes au Khmer Rouge. Et ça paraît impossible. Surtout quand on imagine par quoi vous êtes passé, voir des gens tués, voir vos amis aussi tués par les Khmers rouges. Oui. On se dit, bon, c'est une parole qui résonne, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette parole? Après, je disais, si les Khmer rouges me tuaient tout seul, il n'y a pas de problème. Mais il a tué la moitié de la population. On dit 20%. On dit 20% de la population. Oui, peut-être comme ça, mais moi j'ai dit que beaucoup, je ne dis pas les chiffres. Voilà, j'ai dit Seigneur, je ne connaissais pas le grand Seigneur, je parlais avec la voix, j'ai dit qu'il a tué beaucoup. Voilà, c'est trop lourd. Et là, j'ai dit, aide-moi à pardonner. J'ai demandé comme ça dans les discussions, là. Moi, si je ne fais pas la prière, je n'ai pas encore prié. J'ai dit, aide-moi à pardonner le Khmer Rouge. C'est comme ça que j'ai demandé. La voix. Et puis là, il s'est passé quelque chose en vous où vous avez pu envisager peut-être autrement votre futur parce que vous aviez envie d'entrer dans un parti pour quelque part aller combattre les Khmers rouges. Ah oui, mon rêve, c'était de participer à un mouvement de résistance. Et j'ai rêvé de rencontrer des gens dans la forêt, mais je n'ai pas rentré. Mais en Thaïlande, je voulais vraiment m'engager de chercher les Khmer rouges. Voilà. Et c'était arrivé en France aussi. Je veux faire des politiques, je veux faire des études, je veux m'engager politiquement pour libérer le Cambodge. Et finalement, les choses ont changé. Vous avez vraiment fait une rencontre avec le Christ et vous êtes devenu pasteur. Oui, c'était comme ça. Quand j'ai demandé au Seigneur d'aide-moi à pardonner, c'était comme le fardeau était tombé. Et j'ai commencé à regarder les Khmer rouges, Pol Pot, j'ai pitié. C'est plus la haine.
c'est incroyable. Je ne comprenais pas moi-même, voilà. Et quand j'ai dit, aide-moi à pardonner, j'étais vraiment libéré. Le fardeau était tombé. Et depuis là, j'ai plus la haine des Khmers rouges, voilà. Alors, vous dites dans votre livre, du côté de la fin, vous dites en fait que vous avez, dans mon désespoir, ma situation est possible, il m'a trouvé. Sans l'ombre d'un doute, je suis un rescapé malgré moi. Et là, finalement, on a l'impression, au travers de ce magnifique livre que vous avez écrit avec votre belle-fille, qu'il y a là comme une sorte de parabole de l'évangile, une parabole de l'évangile de Jésus-Christ. Ah oui, c'était comme ça. Moi, de presque 40 ans que je racontais partout de mon histoire Votre dans l'avion, histoire, tout ça. Oui. oui. Et vers la fin, je dévoile qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est souverain, oui, là, même on ne connaît pas, oui, là. Et il connaît, nous sommes ses créatures, oui, là. Et c'est comme ça, il nous protège. Même moi, je ne connaissais pas Dieu du tout. C'était... C'est très émouvant, ça. Puis en même temps, on se dit, mais comment ça se fait que c'est que Keun qui a été protégé et pas Cheng, ni votre autre camarade qui a marché avec vous pendant pas loin d'une quarantaine de jours à travers tout le nord du Cambodge? Beaucoup de gens m'ont demandé de ça. Moi, je ne peux pas répondre. Je dis que... Vous ne savez pas? Oui, je sais pas. C'était très, très dur. L'histoire, c'était pour moi, quand j'ai perdu Cheng et après Nhung, j'ai plus d'espoir. C'était pour moi, si je quittais le village tout seul, peut-être je ne vais pas assez loin. Mais le fait d'être avec deux camarades, ça, oui. ça vous a entretenu l'espérance, le courage, et ça vous a permis d'atteindre cette montagne et de la franchir. Oui, mais c'est triste parce que oui, là, ils sont morts, c'est ça. Pour moi, c'est ça. J'aimerais aller en Thaïlande tout vivant tous les trois si on est arrivé. Et comme ça, on peut vraiment tout ça faire des choses ensemble. Mais ça, c'est très, très triste. Khun Pat, on va terminer cette interview, mais vous avez un lien particulier quand même avec la Suisse. Ce serait bien de le dire. Quel est-il? Ah oui, quand je faisais la théologie à Emmaüs. Là, à l'Institut biblique Emmaüs, à Saint-Légier. Et là, j'ai rencontré ma femme. Une Suissesse. Une Suissesse, Cathy. Katharina Neuhaus, oui, de Tougovi. Ouais, elle est d'origine birmane. Oui. D'accord. Et vous vous êtes mariés? On est mariés en 86. En 86. Et après, on a commencé le ministère à Lyon pendant 13 ans. Nos 3 garçons, Jonathan, Samuel et Timothée. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur, toujours dans la communauté cambodgienne, mais du côté de Mulhouse. Oui, nous étions 13 ans à Lyon. Et après, le Seigneur a ouvert la porte pour venir aider le groupe de Mulhouse. Khun Pat, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes donc pasteur du côté de Mulhouse, puis qu'en même temps, vous venez de publier ce magnifique livre qui s'intitule « Rescapé malgré moi ». Et on ne saurait terminer Khun Pat en ne mentionnant pas cette gamelle. C'est un objet particulier. Hein. Oui. C'est quelque chose qui vous a accompagné tout au long de votre fuite. Oui. Qu'est-ce que ça fait de voir cette gamelle ici sur ce plateau? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est comme un ami hein, qui m'a accompagné. Ça appartient à Cheng, voilà. Mais à Cheng, qui a été le premier mis à mort par les Khmers rouges. Mais à tour de rôle, on l'a porté. Et ça faisait du bruit, oui, hein, oui, vous racontez. Oui, comme ça. Quand on court, quand on marche, ça fait du bruit. Oui, ça. Et oui, c'est un souvenir de Cheng. Et pour moi, c'est vrai, il y a un rasoir, il y a un ciseau, parce que quand j'étais avec des Khmers rouges, au temps libre, parfois, je coupe les cheveux. Vous étiez coiffeur. Je fais en dehors c'est un petit peu mon hobby. Khun Pat, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.